La villa de Neuilly-sur-Seine se dressait comme un monument de verre et de marbre, un sanctuaire de luxe où le silence pesait plus lourd que n'importe quelle parole. Chaque surface polie, chaque meuble design, chaque œuvre d'art accrochée au mur blanc semblait crier une opulence froide, une perfection dénuée d'âme. C'était une maison conçue pour impressionner, non pour réconforter. La lumière du jour traversait les immenses baies vitrées, mais ne parvenait jamais à réchauffer l'atmosphère glaciale, comme si le chagrin qui y résidait absorbait toute chaleur. Dans ce mausolée moderne, Laurent Lambert vivait, ou plutôt fonctionnait. PDG d'un empire technologique, il avait bâti sa vie sur le contrôle et l'efficacité des principes qu'il appliquait désormais à son propre foyer, le transformant en une entreprise impeccable où chaque employé connaissait son rôle, mais où personne n'osait laisser une trace de vie. Au milieu de cette stérilité organisée se trouvait Léo, un petit garçon de 6 ans prisonnier de son propre silence. Depuis la mort de sa mère 2 ans plus tôt, il n'avait plus prononcé un mot ni fait un pas. Confiné à un fauteuil roulant, son corps semblait avoir suivi son esprit dans une retraite profonde, un lieu inaccessible aux médecins renommés et aux thérapies coûteuses que son père avait déployées. Ses grands yeux, qui auraient dû pétiller de l'insouciance de l'enfance, fixaient un point invisible dans le vide, observant un monde que lui seul pouvait voir. Il était l'épicentre silencieux de la villa, une énigme vivante entourée de soins professionnels mais privée de toute véritable connexion. Chaque jour était une répétition du précédent, un long couloir de silence et d'attente, où l'absence de sa mère était une présence constante et assourdissante. Martine Moreau, récemment engagée comme femme de ménage, était une anomalie dans cet univers aseptisé. La cinquantaine sereine, elle portait en elle une chaleur simple et naturelle qui détonnait avec la froideur des lieux. Tandis qu'elle époussetait les meubles de la chambre de Léo, elle se laissa aller à une vieille habitude, un réflexe de réconfort personnel. Une mélodie douce et ancienne échappa de ses lèvres, une vieille berceuse française que sa grand-mère lui fredonnait autrefois. Ce N n'était pas un acte calculé, mais un simple murmure né de la distraction. Un son qui n'avait pas sa place dans le silence protocolaire de la maison. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention du garçon. Elle traitait sa présence avec un respect tranquille, sans la pitié distante ou la prudence clinique des autres employés. Pour elle, il était un enfant dans une chambre, pas un cas médical. Ce fut dans le reflet d'une porte de placard laquée qu'elle le vit. Un mouvement presque imperceptible, mais qui déchira le voile de l'immobilité. La tête de Léo, habituellement figée, avait légèrement pivoté dans sa direction. Puis, son doigt, un seul petit doigt posé sur l'accoudoir de son fauteuil, tressaillit, comme s'il essayait instinctivement de suivre le rythme fragile de la chanson. Le cœur de Martine s'arrêta un instant. Ce N n'était pas un simple spasme, c'était une réponse. Une vague de compassion pure et d'espoir vertigineux la submergea. Dans ce geste minuscule, elle ne vit pas seulement un enfant qui réagissait, mais une âme qui, depuis les profondeurs de son refuge silencieux, tendait la main vers le son d'une simple mélodie. Elle comprit alors, avec une certitude absolue, qu'elle tenait entre ses mains une clé fragile. Une clé capable de rouvrir une porte que tout le monde croyait condamnée. Forte de cette révélation fugace, Martine sentit une responsabilité qu'elle n'avait pas cherchée, mais qu'elle ne pouvait ignorer. Ce N n'était pas de la pitié, mais une reconnaissance profonde, une intuition née de sa propre histoire. Elle avait élevé 2 enfants, aujourd'hui adultes, et connaissait le langage silencieux des âmes en peine. Elle se souvenait des nuits où une simple chanson calmait les fièvres ou chassait les cauchemars. La musique, pour elle, n'était pas un divertissement, mais un baume, un fil invisible qui reliait les cœurs sans avoir besoin de mots. Elle décida qu'elle ne pouvait pas laisser ce petit garçon à la dérive dans son océan de silence. Le lendemain, elle ne chanterait plus par distraction, mais avec une intention claire et douce. Elle tenterait de construire un pont, note par note, vers l'île solitaire où Léo S. était réfugié. Le jour suivant, en entrant dans la chambre de Léo, l'atmosphère semblait chargée d'une attente silencieuse. Martine commença son travail comme à l'accoutumée.
Mais une fois près du fauteuil roulant, elle prit une profonde inspiration et laissa une autre mélodie S échapper. Était « À la claire fontaine », une chanson simple et mélancolique, pleine d'images de nature et de souvenirs perdus. Sa voix était douce, sans aucune attente, un simple cadeau offert à l'air ambiant. Elle n'osait pas regarder le garçon directement, se concentrant sur le polissage d'une commode en bois sombre. Mais du coin de l'œil, elle le vit. Ses yeux, d'habitude vides, la suivaient maintenant ouvertement. Ses petites mains, habituellement inertes sur ses genoux, se crispèrent légèrement, les doigts s'agitant comme s'ils voulaient attraper les notes qui flottaient dans la pièce. La connexion était réelle, fragile, mais indéniable. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans un bureau au sommet d'une tour de verre et d'acier, Laurent Lambert se noyait dans son propre silence. Les chiffres défilaient sur ses écrans, les contrats se signaient. Mais rien ne parvenait à combler le vide glacial en lui. Il venait de recevoir le dernier rapport d'un neurologue pédiatrique réputé. Aucun progrès notable. État stationnaire. Chaque mot était un coup de marteau sur sa culpabilité. Il avait fourni les meilleurs experts, les thérapies les plus chères, mais il savait au fond de lui qu'il évitait l'essentiel. Léo était le miroir vivant de sa femme, et le regarder, cesser, était affronter la douleur insupportable de son absence. Alors, il travaillait, érigeant une forteresse de succès autour de son cœur brisé, déléguant l'amour comme il déléguait une tâche administrative. Martine, ignorant tout des tourments du père, poursuivait sa mission secrète avec une patience infinie. Elle transforma le rituel du ménage en une exploration musicale. Elle chanta des airs espagnols appris à la radio, des mélodies italiennes joyeuses et même des chansons folkloriques de sa propre région. Elle observait attentivement, notant que les mélodies plus lentes et nostalgiques semblaient apaiser Léo, tandis que les rythmes plus vifs provoquaient une légère agitation dans ses jambes. Elle lui parlait aussi, lui racontant des choses simples sur son jardin, sur le chat du voisin, sans jamais attendre de réponse. Elle remplissait simplement la pièce de vie, de chaleur, tissant un cocon de son et de bienveillance autour de l'enfant. Un sanctuaire où le silence N était plus synonyme de solitude, mais de paix attentive. Un mardi après-midi, une réunion annulée à la dernière minute ramena Laurent chez lui bien plus tôt que d'habitude. En franchissant le seuil de la villa, il fut saisi par une anomalie, un son. Ce N n'était pas le bruit feutré du personnel ou le ronronnement de la climatisation, mais une voix humaine, claire et douce, qui chantait. Le son semblait défier l'architecture même de la maison, s'infiltrant dans les espaces froids et les angles droits avec une chaleur inattendue. Intrigué, presque irrité par cette rupture de l'ordre établi, il suivit la mélodie qui montait de l'étage. Chaque marche qu'il gravissait le rapprochait de cette source de vie inconnue, le tirant de son monde de contrôle et de deuil vers une possibilité qu'il n'osait même plus imaginer. Il s'arrêta sur le pas de la porte de la chambre de Léo, le souffle coupé. La scène qui s'offrait à lui était à la fois simple et bouleversante. Martine N n'était pas en train de nettoyer. Elle était assise par terre, près du fauteuil roulant, le dos appuyé contre le lit. Elle chantait « Douce France », le regard perdu dans le vague, et Léo. Léo la regardait. Ce N n'était pas le regard vide et absent qu'il connaissait si bien. Ses yeux étaient fixés sur le visage de Martine, et sur ses lèvres flottaient les ébauches d'un sourire, une lueur fragile, mais bien réelle. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, Laurent voyait une étincelle de vie chez son fils. Une vague d'émotions contradictoires le submergea, le choc, une jalousie amère, et sous tout cela, un espoir si puissant qu'il lui fit mal. Martine sentit une présence et se retourna. Voyant Monsieur Lambert, elle pâlit et la chanson mourut sur ses lèvres. Elle se leva précipitamment, s'attendant à une réprimande sévère, peut-être même à un renvoi immédiat pour avoir outrepassé ses fonctions de manière si personnelle. Le silence revint, plus lourd et plus tendu que jamais. Laurent la fixa, son visage une énigme de douleur et de stupeur. Il regarda son fils,
dont le sourire avait disparu, puis de nouveau Martine. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Finalement, d'une voix rauque, brisée par une émotion qu'il ne contrôlait plus, il prononça un seul mot, qui était à la fois un ordre, une prière et une capitulation. Continuez. C était l'aveu de son impuissance et le premier pas vers la guérison de sa maison. À partir de ce jour, une nouvelle dynamique, fragile et non dite, s'installa. Martine continua ses séances de chant, non plus en secret, mais avec l'approbation silencieuse de Laurent. Parfois, il restait dans l'encadrement de la porte, un observateur fantomatique, luttant contre son orgueil blessé. Comment cette femme, avec ses chansons simples, avait-elle pu réussir là où sa fortune et les plus grands spécialistes avaient échoué? La honte se mêlait à une immense gratitude, créant un tumulte intérieur. Il était le PDG qui résolvait tous les problèmes, mais il n'avait pas su comment atteindre son propre fils. C'est parfois si difficile de voir des histoires comme celle-ci, où un simple geste de gentillesse change tout. Si ces récits vous touchent, vous abonner nous aide à continuer de les trouver et de les partager. Le conflit ne tarda pas à prendre une forme plus concrète avec l'arrivée de Éléonore Lambert, la grand-mère paternelle de Léo. Femme du monde, autoritaire et glaciale, elle voyait d'un très mauvais œil l'influence de cette bonne sur son petit-fils. Lors d'une visite tendue, elle prit Laurent à part, sa voix sifflante de mépris. « Tu la laisses lui chantonner des niaiseries ? C'est ridicule, Laurent. Ce garçon a besoin de soins professionnels, pas des remèdes de bonne femme. J'ai pris des renseignements sur une clinique en Suisse. C'est la seule solution sérieuse. » Elle représentait la voix du scepticisme, de la pression sociale qui exigeait des solutions cliniques et coûteuses, rejetant la simplicité d'une connexion humaine qu'elle ne pouvait ni comprendre ni contrôler. Pourtant, malgré la pression, Léo continuait de fleurir sous l'influence de Martine. Les progrès étaient lents mais miraculeux. Il commença à émettre de petits sons, des fredonnements qui tentaient maladroitement de suivre les mélodies. Un après-midi, alors que Martine chantait une berceuse particulièrement douce, Léo leva lentement sa main et la posa sur le bras de la femme de ménage. Le contact était léger comme une plume, mais il portait le poids de 2 années de silence. Martine sentit des larmes monter à ses yeux, tandis que Laurent, qui observait la scène depuis le couloir, sentit son cœur se serrer. Ce simple geste était une preuve irréfutable que le chemin de Martine était le bon, un chemin qu'il avait été incapable de trouver seul. Ce progrès tangible força Laurent à une introspection douloureuse. Il commença à rentrer plus tôt, à passer du temps non pas dans son bureau, mais assis en silence dans le salon, écoutant les échos des chansons venant de l'étage. Un soir, il ouvrit un album photo qu'il n'avait pas touché depuis l'accident. Les images de sa femme, souriante, tenant un Léo bébé dans ses bras, le frappèrent de plein fouet. Il se souvint qu'elle aussi chantait constamment pour leur fils. Il comprit alors que la villa, avec sa perfection stérile, n'était pas une forteresse pour le protéger de la douleur, mais une prison qui l'enfermait avec elle. C'est dans ces moments de prise de conscience que le changement véritable peut commencer, n'est-ce pas? Comprendre qu'on a fait fausse route est le premier pas pour retrouver le bon chemin. Et votre soutien nous permet de continuer à explorer ces voyages profonds du cœur humain. Alors que l'espoir commençait à peine à s'installer, la catastrophe frappa. Léo tomba malade, une forte fièvre qui le laissa faible et épuisé. La maladie sembla effacer tous les progrès accomplis. Il se referma complètement, retournant dans un silence encore plus profond et plus impénétrable qu'auparavant. Le petit fredonnement cessa, son regard redevint vide, et il ne réagissait plus à aucune mélodie. Pour Martine, ce fut un déchirement. Pour Laurent, ce fut la confirmation de toutes ses craintes et le triomphe des avertissements de sa mère. Le doute, corrosif, s'infiltra dans son esprit. Avait-il tout imaginé? Était-il accroché à un faux espoir? Acculé. Dévasté et ne sachant plus quoi croire, il se sentit sur le point de céder à la pression et de prendre le téléphone pour appeler la clinique suisse. La confrontation éclata dans le grand salon. Un espace si vaste et si blanc qu'il ressemblait à une galerie d'art contemporain déserte.
Éléonore Lambert, droite comme un i dans son tailleur de créateur, lança son ultimatum avec la froide précision d'un chirurgien. Soit tu signes les papiers pour la clinique en Suisse ce soir, Laurent, soit j'entame une procédure pour obtenir la garde de Léo. Je ne resterai pas les bras croisés à regarder mon petit-fils être traité par les chansons d'une domestique. Chaque mot était une lame de glace. Martine se tenait près de la porte, prête à partir, son sac à main serré entre ses doigts. Elle n'était pas seulement sur le point de être renvoyée. Elle était l'accusée dans un procès silencieux où la gentillesse était considérée comme de l'incompétence. La tension était si palpable que l'air lui-même semblait sur le point de se briser. Laurent se sentait acculé, broyé entre le marteau de la logique implacable de sa mère et l'enclume de son propre cœur brisé. La rechute de Léo avait anéanti le fragile espoir qui avait commencé à germer en lui. Et si sa mère avait raison? Si tout cela n'avait été qu'une illusion, un bref sursis avant l'inévitable? Il regarda Martine, dont le visage portait une expression de tristesse infinie. Non pas pour elle-même, mais pour l'enfant qu'elle allait devoir abandonner. La défaite pesait lourdement sur ses épaules. Épuisé, il se laissa tomber dans un fauteuil, le regard vide, prêt à capituler. Il n'avait plus la force de se battre. Il allait céder, signer les papiers et laisser le monde des experts reprendre le contrôle, même si cela signifiait éteindre la seule lueur qu'il avait vue dans les yeux de son fils depuis 2 ans. Depuis son fauteuil roulant, Léo observait la scène, un spectateur silencieux de l'effondrement de son monde. Il ne comprenait pas tous les mots, mais il comprenait la douleur. Il voyait le désespoir sur le visage de Martine, la femme qui lui avait rendu les couleurs et les sons. Il voyait la défaite dans la posture affaissée de son père, un homme qu'il commençait à peine à retrouver. Une peur panique, plus forte que son apathie, le saisit, la peur de perdre à nouveau. Poussé par un instinct de survie qu'il ne savait pas posséder, il sentit une force monter en lui. Avec un effort monumental qui fit trembler tout son petit corps, il agrippa fermement les accoudoirs de son fauteuil. Ses jointures blanchirent, ses muscles, endormis depuis si longtemps, protestèrent dans une douleur sourde, mais il ne lâcha pas. Le silence se fit, absolu, lorsque les 3 adultes remarquèrent le mouvement. Lentement, avec une détermination féroce, Léo se hissa sur ses jambes. Elle vacillait, menaçant de céder à tout moment, mais il tint bon. Éléonore resta bouche bée, son arrogance évaporant face à l'impossible. Martine porta une main à sa bouche, ses yeux s'emplissant de larmes. Sous leur regard stupéfait, Léo lâcha un accoudoir, puis l'autre. Il fit un pas, chancelant, puis un second, plus assuré, en direction de son père. Le bruit de ses petits souliers sur le marbre poli résonna comme un coup de tonnerre dans la pièce silencieuse. Il s'arrêta devant Laurent, leva les yeux vers lui, et d'une voix rauque, à peine plus qu'un souffle, mais parfaitement clair, il prononça son premier mot en 2 ans. « Papa ». Ce seul mot fit voler en éclats la forteresse de glace que Laurent avait construite autour de son cœur. Le PDG, l'homme de contrôle, l'homme qui ne pleurait jamais, se brisa. Un sanglot rauque échappa de sa gorge et il s'effondra à genoux devant son fils. Il ne voyait plus sa mère, ni Martine, ni le décor luxueux. Il ne voyait que le visage de Léo, son miracle vivant. Il l'attira contre lui, le serrant dans une étreinte qui contenait 2 ans de chagrin non exprimé, de culpabilité et d'amour refoulé. Les larmes coulaient sans retenue sur son visage alors qu'il répétait le nom de son fils, encore et encore. Et ce n'était pas seulement la fin du silence de Léo, c'était la fin de son propre exil émotionnel. Dans les bras de son enfant, Laurent Lambert commençait enfin à rentrer chez lui. Éléonore Lambert quitta la villa ce soir-là sans un mot, son silence étant l'unique concession possible face à un miracle qui anéantissait toutes ses certitudes. Sa défaite fut le premier souffle de vie dans une maison qui avait trop longtemps retenu sa respiration. Dès le lendemain, Laurent commença à démanteler la forteresse de sa solitude. Il annula ses voyages d'affaires, déplaça ses réunions et apprit à fermer son ordinateur avant la fin de la journée. La villa se transforma. Les œuvres d'art silencieuses furent rejointes par les dessins de Léo, accrochés fièrement sur le réfrigérateur.
Le marbre froid fut bientôt couvert de tapis moelleux où père et fils s'allongeaient pour lire des histoires. Martine, quant à elle, ne fut plus jamais la femme de ménage. Laurent insista pour qu'elle devienne la gouvernante, mais en réalité, elle était bien plus. Elle était la gardienne de leur nouvelle harmonie, une grand-mère de cœur dont la simple présence était un rappel constant que l'amour est la plus douce des mélodies. Quelques mois plus tard, Laurent vendit une part significative de son empire technologique, non pas par nécessité financière, mais par choix philosophique. Il comprit que son véritable héritage ne se mesurerait pas en actions boursières, mais en moments de bonheur partagé. Inspiré par le chemin parcouru par son fils, il créa la Fondation Hélène Lambert, du nom de sa défunte épouse, transformant sa douleur en une promesse pour les autres. La mission de la Fondation était simple mais profonde, offrir une musicothérapie gratuite et accessible aux enfants victimes de traumatisme. Le programme phare, baptisé affectueusement la méthode Martine, ne reposait pas sur des protocoles cliniques rigides, mais sur les principes de connexion humaine, d'affection et l'utilisation de chansons simples pour réveiller les âmes endormies. C était sa façon de dire au monde que la plus grande innovation n'était pas technologique, mais humaine. La vie dans la villa de Neuilly-sur-Seine trouva un rythme nouveau, doux et joyeux. Léo, désormais un garçon bavard et rieur, commença à prendre des leçons de piano, remplissant les pièces de ses premières compositions maladroites, mais pleines de émotion. Laurent, libéré du poids de sa culpabilité, redécouvrait les joies simples de la paternité. Construire des châteaux en Lego, assister aux matchs de football de l'école et, surtout, écouter. Il écoutait les histoires de son fils, ses peurs, ses rêves. Martine restait le pilier de ce nouvel équilibre, préparant des gâteaux dont l'odeur embaumait toute la maison et fredonnant toujours ses vieilles chansons. Même Éléonore finit par revenir, non plus en juge, mais en grand-mère. Un après-midi, elle s'assit silencieusement à côté du piano pendant que Léo jouait, et une larme discrète roula sur sa joue. C était son pardon, sa réconciliation silencieuse avec un bonheur qu'elle n'avait pas su voir. Des années plus tard, la Fondation Hélène Lambert était devenue une référence, ayant aidé des centaines d'enfants à retrouver leur voix. La villa, autrefois un mausolée de chagrin, était le théâtre de fêtes d'anniversaire bruyantes et joyeuses. Laurent N était plus le PDG distant, mais simplement papa, un homme dont la plus grande réussite était le sourire de son fils. Martine, les cheveux grisonnants mais le regard toujours aussi lumineux, regardait Léo, devenu un adolescent épanoui, jouer une mélodie complexe au piano. Le cycle de guérison, initié par une simple berceuse fredonnée dans une chambre silencieuse, se poursuivait, prouvant que la plus grande des forces réside souvent dans le plus humble des gestes. N'est-ce pas incroyable de voir comment un acte de pure gentillesse peut changer tant de vies? Si ces histoires qui redonnent foi en l'humanité vous touchent, songez à vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces récits d'espoir.